La France a inventé le complexe industriel de censure. C'est grosso modo le sujet d'un rapport qui vient de paraître le 3 septembre dernier, et quand j'ai vu le titre, j'ai trouvé ça exagéré. Et pourtant, je suis plutôt de ceux qui pensent qu'on est dans un énorme système de censure. Mais à la lecture de ce rapport, je dois dire que j'ai été très convaincu et que les idées qui sont dedans méritent d'être relevées. Elles sont au nombre globalement de 4, mais elles viennent alimenter l'idée que en France, il n'y aurait pas d'État profond. En France, l'État est l'État profond. L'idée, c'est que aux États-Unis, il y a des gens qui restent en place en dépit du passage des différents gouvernements, et que donc ça constitue un État profond et qui c'est pas bien parce qu'il n'est pas sous contrôle démocratique, puisque les élections n'ont pas d'impact sur la présence de ces gens qui continuent à en faire qu'à leur tête. Sauf qu'aux États-Unis, dans les ministères, les gens dégagent quand il y a une nouvelle administration. Quand Trump arrive, il vire plein de gens et il met des gens qui sont de son camp et qui pensent comme lui et qui lui obéissent. Ce à quoi on pense quand on pense à l'État profond américain, c'est les gens qui sont dans ce qu'on appelle les agences à 3 lettres, la NSA, le FBI, la CIA et plein d'autres, dans lesquels effectivement l'organisation est tellement tentaculaire que il y a une permanence et en fait un patron de la CIA peut complètement empêcher un président de la République américaine d'agir comme il veut, voire même on sait que il y a des cas de présidents américains dont on suspecte qu'ils aient été assassinés carrément par ces agences parce que l'agence s'est défendue face aux actions de ce président qui essayait de leur tailler des croupières. Mais en France, la théorie des deux auteurs, c'est que en France, il n'y a pas ça. C'est que dans les ministères, les gens ne changent pas et que tout l'État est structuré d'une façon que, quelle que soit la personne qui arrive à la tête du pouvoir, l'État demeure. L'État demeure tel qu'il est et que les élections, au final, c'est pas ce que disaient les auteurs, mais c'est moi qui l'extrapole, que les élections, en fait, sont un jeu de dupes. Et ça, il faut reconnaître que dans le contexte français de ces dernières décennies, ça résonne quand même beaucoup dans l'esprit de beaucoup de Français probablement. Donc les 4 piliers que j'ai déterminés dans ce rapport, qui me semblent les 4 points importants de ce complexe industriel de censure, sont les suivants. Le premier pilier, c'est la création de parquets privés, de parquets non gouvernementaux. C'est quelque chose qui est exposé assez rapidement dans le rapport. Il faut comprendre que depuis 1881, il y a cette loi, la loi de 1881 sur la liberté de la presse, est quelque chose qui nous protégeait contre la censure, et que c'est ça qui fait dire que la France est un pays de liberté, un pays de la liberté d'expression. La France a peu été un pays de la liberté d'expression au cours des siècles, mais depuis 1881, il faut reconnaître que cette loi est là. Et ça serait difficile de supprimer cette loi, donc l'État a utilisé des stratégies de manière à la contourner. Comprenons bien que le principe général de cette loi de 1881, c'est que l'État ne peut pas censurer. Ça veut dire que l'État ne peut pas vérifier a priori ce que va écrire quelqu'un. Donc si vous écrivez un article de journal, vous n'avez pas à l'apporter à l'État de manière à ce que l'État dise oui c'est bon, tu as le droit de le publier ça. Avant c'était comme ça. Avant 1881, à de rares exceptions près, c'était comme ça. On nous a sorti la loi Pleven de 1972 qui elle autorise, accrédite 2 organisations non gouvernementales qui à l'époque étaient la LICRA et le MORAP, si je dis pas de bêtises. Et puis maintenant, ça s'est élargi à beaucoup d'autres ONG, ont la capacité à poursuivre des gens qui auraient un discours qui ne conviendrait pas à la morale, aux bonnes mœurs, à ce qu'on considère comme étant un discours tolérable et acceptable. Et donc l'État, lui, se désengage totalement sur le papier de empêcher des gens de parler, puisque la loi de 1881, encore une fois, lui interdit. En revanche, des gens dits de la société civile, des organisations non gouvernementales, peuvent le faire, oui, sauf que ces organisations non gouvernementales, elles ont quand même plusieurs particularités. La première, c'est qu'elles ne représentent personne, puisque je crois que actuellement SOS Racisme représente 450 adhérents actifs. Deuxièmement, ces ONG, elles sont subventionnées par l'État. Donc l'État se désengage, mais l'État garde la main sur ces ONG. Troisièmement, ces ONG sont extrêmement politisées. Est-ce qu'il est vraiment besoin de préciser que SOS Racisme, le MRAP, l'UEJF, etc. sont politisés? Et quatrièmement, parfois ces ONG ont carrément été créées par l'Élysée dans les bureaux de l'Élysée. C'est le cas de SOS Racisme. L'histoire a été racontée 1000 fois, mais c'est bon. En un mot, c'est à l'époque de François Mitterrand. Donc cette stratégie de créer des parquets non gouvernementaux est une stratégie oblique d'attaque en biais du problème par l'utilisation de supplétifs, on pourrait dire de mercenaires, de proxy comme on dit dans la guerre. Et en gros, on fait des actions sous faux drapeau. Le deuxième pilier, c'est la création d'un arsenal juridique. On a bien compris qu'une fois que
la loi Pleven permet à des ONG de se porter partie civile et d'attaquer des gens, eh bien, il devient très intéressant au fur et à mesure de créer tout un tas de lois, dont la loi Guesso, bien sûr, est la plus symbolique, qui va permettre à ces ONG de poursuivre. Et la stratégie avec ces lois va toujours être un petit peu la même. La stratégie, elle va consister à définir des choses qui sont interdites, qui limitent, on va dire, la liberté d'expression, mais ne jamais donner exactement leur sens. Donc, par exemple, on va interdire les discours de haine. Mais discours, c'est facile de savoir ce que c'est, mais haine, il faut que ce soit défini. C'est quoi la haine? À quel moment commence la haine? La haine étant un sentiment, d'un point de vue juridique, c'est un peu compliqué quand même de condamner quelqu'un pour un sentiment, ou pour le discours d'un sentiment, ou le discours provoqué par un sentiment. Et ça, c'est une stratégie qui n'est pas utilisée que dans le contexte de la censure, qui est actuellement une stratégie régulière dans des lois, notamment la loi sur l'instruction en famille, dans laquelle on va définir des choses, on va donner des règles et on va pas les définir. Et c'est soumis à la pure interprétation de gens qui sont politisés. Et donc, on ne pourra jamais être sûr d'être dans les clous, puisque la loi définit mal les choses. Et comme on n'est pas sûr d'être dans les clous, on peut prendre des marges de sécurité et donc on commence à faire de l'autocensure. On fait son autocritique à la manière marxiste. D'autres lois vont aller dans ce sens, notamment la loi sur la confiance en l'économie numérique, la loi LCEN de 2004. Donc la LCEN contient des dispositions strictes en matière de censure. La France a accordé une exonération de responsabilité pour les contenus générés par les utilisateurs, donc les gens qui sont sur les plateformes, qui génèrent des contenus, à condition que les fournisseurs d'accès à Internet et les hébergeurs communiquent sur demande l'identifiant et les informations des utilisateurs et suppriment et bloquent l'accès au contenu illicite. Donc vous voyez, en fait, cette loi, elle dit OK, vous n'êtes pas responsable, mais il y a une contrepartie, les fournisseurs d'accès, les hébergeurs, les plateformes. Mais il y a une contrepartie, c'est que vous nous devez les informations sur les citoyens et vous devez supprimer les choses qu'on vous demande. Ok, très bien, mais sauf que qui décide de ça? C'est encore une fois, est-ce que c'est un juge qui décide de ça? Est-ce que c'est un juge qui va juger selon l'esprit de la loi, à savoir qu'il y a la liberté d'expression et que l'État n'a pas le droit de censurer les choses? Là, on voit bien que c'est des stratégies de contournement. Et bien sûr, ces lois vont être non seulement créées, mais surexploitées, et notamment les lois pénales, pour attaquer des gens et pour faire pression sur des gens. Et il faut bien comprendre que les plateformes type YouTube, type Twitter, maintenant avec Elon Musk, les choses sont un peu différentes, mais avant, à l'époque de Jacques Dorsey, etc., eux, ce qu'ils veulent d'abord, c'est faire tourner la boutique. Donc, s'il faut faire sauter un compte ou deux, même de manière injuste, juste pour faire plaisir à des gens, pour pas avoir de problème et pour pas que, à titre personnel, le patron de la branche Europe, par exemple, ou de la branche France de YouTube aille en cabane, eh bien, évidemment qu'ils le feront. En fait, leur motif numéro un dans leur travail, ça n'est pas la protection de la liberté d'expression, parce que c'est une entreprise commerciale, et donc une entreprise commerciale n'a pas de but moral en soi. Donc, évidemment qu'ils lâcheront, et d'autant plus que ces pressions sont pas que pénales, elles sont pas que juridiques. Il y a les perquisitions qui ont eu lieu déjà plusieurs fois en France, dans les sièges de Facebook, par exemple, ou de Twitter. Il y a les gardes à vue. Une garde à vue, c'est très désagréable. Et puis pour une carrière, une garde à vue, c'est pas forcément génial. Et puis, et donc l'État, par des moyens de coercition comme ça, essaye de garder la main sur les plateformes. Et ça vient au troisième point, qui est la tentative de contrôle systématique de toutes les plateformes médiatiques. On pourrait parler des médias. L'État a quand même subventionne la majorité des journaux. L'État a ses propres moyens de diffusion qui sont pas négligeables, comme France Télévisions, et qui sont extrêmement politisés. Mais tout ça, tout le monde le sait. Mais on pourrait aussi dire quelque chose qui est su, mais pas toujours, à mon avis, dans le bon angle, qui est que aujourd'hui, 80% de la presse française appartient à 8 milliardaires. Et dans ces 8 milliardaires, il y en a qu'un seul qui est à la tête d'une entreprise de presse, une entreprise média, donc c'est Bolloré. Les autres ne font pas ça. Et dans leurs entreprises à eux personnellement, ils ont des intérêts au niveau de la commande publique, puisque la France, 60% de l'activité globalement des entreprises françaises, c'est la commande publique. Donc quand vous avez des énormes intérêts dans la commande publique et que vous avez des journaux qui en plus sont subventionnés par l'État, vous faites pas n'importe quoi. Et vous faites pas n'importe quoi parce que vous êtes idéologue d'abord. Vous faites pas n'importe quoi parce que vous êtes intelligent et que vous vous adaptez à la situation. Mais ça, c'est une chose très connue. Ce qu'on sait moins, c'est que l'État français cherche à mettre la main sur toutes les plateformes de communication, de médias sociaux, de messagerie.
Ça peut paraître incroyable, mais c'est le cas. Alors, c'est ce qui est paru, et c'est un peu le début du rapport sur Emmanuel Macron veut envoyer un SMS, qui est la révélation dans les Twitter files, donc dans les fuites de mails dans l'intérieur de Twitter. Il y a toute une partie qui concerne la France, et notamment les relations entre Emmanuel Macron et la patronne de Twitter France, parce que il voulait absolument contacter Jacques Dorsey, le PDG de Twitter à l'époque. Les échanges sont très intéressants, lisez-les. Il y a du sel, c'est pas tout à fait le sujet de la vidéo, mais notamment le fait que Jacques Dorsey n'a pas de téléphone portable et que donc il a une très proche de Jacques Dorsey dit je te le jure à la patronne de Twitter France, je te le jure, Jacques n'a pas de portable et en fait il y a que son équipe restreinte autour de lui qui peut le contacter et les extérieurs ne peuvent contacter que son équipe restreinte. Donc Jacques Dorsey est un type assez curieux qui est allé quand même à l'Élysée. Zuckerberg est allé je sais pas combien de fois à l'Élysée, voir notamment Emmanuel Macron. Macron a tout fait pour essayer de pouvoir contacter directement sur son téléphone Jacques Dorsey, donc le patron de Twitter, et beaucoup plus fort. Macron a donné, la France et Macron ont donné au patron de gros réseaux sociaux la nationalité française. Alors évidemment, il y a le patron de Telegram, ça on en a entendu parler, je vais y revenir dans un instant, mais il y a aussi le patron de Snapchat. Et quand le patron de Telegram a été accusé de tous les crimes de l'humanité possibles, à peu près, vous imaginez toute la liste, c'est pas forcément une bonne idée de la prononcer sur YouTube, eh bien, il a demandé l'asile à l'ambassade de Russie, qui lui a dit, bah non, t'es français, donc en fait, on te donne pas l'asile politique. Voilà, et donc en fait, c'était un superbe piège magnifique de donner la nationalité française au patron de Telegram. Parce que bon, on l'a sous la main et on peut le mettre sous contrôle judiciaire. Et cet homme est toujours sous contrôle judiciaire. Il doit aller pointer une fois par mois, je crois, en France, et je suis même pas sûr qu'il ait le droit de quitter le territoire français. Et on a mis ses proches aussi dans la panade et en garde à vue, et des gardes à vue qui ont été longues. Donc vous voyez qu'il y a cette tentative de mettre la main à tout prix sur toutes les plateformes par différents moyens, légaux, de pression, de contrôles fiscaux, de diabolisation. Alors la diabolisation, c'est un point extrêmement important qui en fait est une stratégie qui a été développée à l'époque de Mitterrand, par Mitterrand et par ses communicants, et qui est très utilisée sur Internet. Et donc on va diaboliser Internet et expliquer qu'Internet c'est pour les criminels. Alors aujourd'hui on dit plus Internet c'est pour les criminels, mais on va dire que Telegram c'est pour les criminels. Voilà. Et donc on va mettre sous le critère moral, le critère de défense des grands principes de l'humanité et de la justice française, le fait de surveiller les choses. Donc, un exemple très concret, on va vous dire que pour protéger les enfants de la pornographie, il va falloir qu'on demande maintenant l'identité des gens qui veulent se connecter à Internet. C'est le but de la règlement européen de la DSA à terme. Et ça, c'est une idée française. C'est les Français qui ont inventé ce truc-là et c'est les Français qui le portent à l'Union européenne, et c'est l'Union européenne reprend des idées bien françaises. Eh bien, donc on va vous dire ça, et tout le monde va se dire, ben oui, bien sûr, c'est bien de protéger les enfants contre la pornographie, donc en fait, je suis pour. Sauf que dans le même temps, vous avez un pauvre gars qui est sous tutelle, qui est torturé en live pendant des mois sur Internet, à visage découvert, que les internautes font des signalements en masse, notamment à Viginum, notamment à l'Arcom, notamment à toutes ces agences qui sont là pour protéger les citoyens des abus médiatiques, et il n'y a aucune réaction. C'est qu'il faut quand même comprendre qu'on se moque de nous et que c'est une évidence que tout ça est mis en place pour faire de la censure, et pas de la censure pour éviter les excès, de la censure politique. Que tout ça, c'est utilisé dans un terme politique. Ces organismes, notamment Viginum, qui dépend directement des renseignements, il me semble bien, n'est absolument pas là, et les Twitter Files l'ont montré pour le cas américain, n'est absolument pas là pour protéger les citoyens des excès, et n'est pas absolument pas là pour protéger les ingérences étrangères, et est là pour interdire certains discours qui gênent le pouvoir et l'accession au pouvoir des gens. Le dernier point qui est hyper important, c'est la consanguinité, c'est-à-dire que il y a une énorme consanguinité entre tous ces acteurs, les acteurs des plateformes politiques, les acteurs des ONG qui peuvent attaquer les gens devant les tribunaux, les acteurs des plateformes et des messageries. Tout le monde est lié. Tout le monde est lié parce que c'est le même monde et parce que on va essayer de placer des gens, et notamment par exemple le vice-président de Meta Europe aujourd'hui est un ancien haut fonctionnaire et un ancien conseiller stratégique de Nicolas Sarkozy. C'est un exemple parmi d'autres, mais il y en a plein. Et évidemment, alors en préparant la vidéo, eh bien une vidéo est sortie absolument exceptionnelle.
Et je voulais parler de la consanguinité, mais est-ce que vraiment il y a besoin de développer la question de la consanguinité des médias, entre les médias et la politique et l'État, quand cette vidéo-là vient de sortir? Voilà, donc nous on fait ce qu'il faut, hein, le journaliste de France Inter Libération, il fait ce qu'il faut avec Patrick Cohen, journaliste de France TV et France Inter, tout ça subventionné par l'État, voire même service public. Thomas Legrand, il a été viré, si j'ai bien compris, mais pas Patrick Cohen, pas encore, parce que lui ça va en fait. Voilà, mais c'est pas lui qui dit voilà, mais tous les deux font ce qu'il faut pour faire passer qui il faut faire passer au bon endroit, au bon moment. Alors aujourd'hui c'est les socialistes qui en bénéficient, demain ça sera Dati qui en bénéficierait. Simplement, voilà, c'est l'exemple absolument parfait que il n'y a pas de séparation de ces pouvoirs, contrairement à ce que on nous explique que la démocratie devrait être. Et donc tout ça participe à cette espèce de complexe de censure. Je finirai sur un dernier point qui est parallèle mais qui est très intéressant, c'est que ce rapport montre que les idées françaises ont été repris, et elles ont été reprises à l'Union européenne avec le DSA, mais aussi dans les années 2000 par les Américains. La diabolisation notamment, quelque chose qui a été beaucoup repris par les Américains, et en fait ils l'ont industrialisé. Ce qui est intéressant, c'est de voir que souvent les Français ont créé des idées, et que ces idées partent aux États-Unis, sont industrialisées, et puis elles nous reviennent très puissamment en France. Un autre exemple, c'est la French Theory, qui était un ensemble de théories des années 60-70 philosophiques, qui sont parties aux États-Unis, qui ont été développées, qui nous sont revenues en force avec le wokisme. Alors très déformé, mais peu importe. Et un dernier exemple très récent, qui est le concept de remigration, donc de renvoi des immigrés dans leur pays d'origine en masse, qui a été développé en France par des militants anti-immigration et qui aujourd'hui est appliqué à l'échelle industrielle par l'administration Trump. Eh bien voilà, les amis, à bientôt. Dites-moi si ce sujet vous a intéressé. Et puis, s'il vous plaît, abonnez-vous. C'est la seule chose à faire pour la chaîne. Abonnez-vous.